Imaginez. Pas de soleil. Le ciel est un plomb gelé. Votre souffle se dissout dans l'air comme un nuage blanc, disparaissant en quelques secondes, tout comme ce qui vous lie à cet endroit. Le vent s'enfonce dans votre peau. Pas une aiguille, une lame de rasoir. Des milliers de lames de rasoir. Les vaisseaux de vos joues brûlent d'abord, puis la sensation disparaît. Vos doigts se contractent, mais ils ne le peuvent plus, car les muscles cessent d'obéir aux ordres dans ce froid. Vos poumons se rétrécissent à chaque inspiration, comme s'ils ne pouvaient aspirer l'air gelé. Le cerveau sonne une alarme, silencieuse, mais continue. Bouge, réchauffe-toi, sinon arrête-toi. Mais vous restez immobile, car au fond de votre groupe sanguin, il y a quelque chose qui vient d'il y a des milliers d'années. Un code, un système, et ce système est conçu pour affronter ce vent. Hollywood vous dit ceci: l'âge de glace est une histoire de force brute et de chance. C'est faux. Les livres d'histoire romancent. La réalité est bien plus sauvage et bien plus intelligente. Le sang O négatif dans vos veines n'est pas le produit d'une coïncidence. C'est le protocole biologique de gens qui ont transformé la survie au milieu des glaciers en un problème d'ingénierie. Calculé, systématique, optimisé. Dans cette vidéo, nous allons lire ce code dans votre sang. Abonnez-vous, car ce n'est pas juste un groupe sanguin, c'est le mot de passe de millions d'années d'ingénierie de la survie. Maintenant pensez, ce téléphone dans votre main, cet écran, ce verre, l'esprit qui les a créés. Maintenant, remontez le temps, en arrière, jusqu'à ce que l'asphalte disparaisse, que le béton se dissolve, que même l'écriture ne soit pas encore inventée. Allez-y, et là, sous la glace, sur la pierre, regardez les mains d'un homme. Ses mains ne tremblent pas. Elles ne peuvent pas trembler, car le tremblement, c'est de l'énergie. Et à l'âge de glace, l'énergie, c'est la vie. Chaque calorie, chaque mouvement musculaire, chaque souffle est soumis à un calcul. Et cet homme exécute ce calcul en silence, délibérément, au sein d'un système qui perdure depuis des milliers d'années. La culture populaire vous a dit que le chasseur de l'âge de glace était une créature grande, grossière et irréfléchie. Des lances en os, des vêtements de peau, des chasses bruyantes. Une sauvagerie romantique. Mais ce récit n'est qu'un mince voile jeté sur la vérité. Et quand vous soulevez ce voile, vous voyez un système en dessous, un protocole, l'une des lignes les plus fines du design biologique. Le groupe sanguin O négatif barre verticale est le vestige le plus visible de ce système. Pour comprendre le système ABO, il faut d'abord saisir ceci. La surface de vos globules rouges est comme un langage. Le groupe A dit quelque chose. Le groupe B dit autre chose. Le groupe AB parle les deux langues. Mais le groupe O se tait. Il ne porte aucun antigène. Et ce silence est une décision évolutive extrêmement stratégique. Car ce qui est silencieux est universellement accepté. Le sang du groupe O peut aller dans n'importe quel autre corps. Il n'est pas rejeté. Il ne provoque pas de guerre. À l'âge de glace, cette caractéristique signifiait une assurance vie vitale pour tout un groupe de chasseurs. Imaginez, vous combattez un mammouth, un auroch géant ou un ours rendu fou par la faim. La blessure est inévitable. Une perte de sang, dans un froid glacial, c'est la mort. Et dans le groupe, il y a quelqu'un, le bras lacéré, le sang qui coule, mais son voisin de chasse est O négatif. La compatibilité sanguine n'est pas demandée, pas testée. Elle est donnée. Le système fonctionne. Mais l'histoire du groupe O va bien au-delà du système ABO.
Le vrai grand mystère se cache dans le facteur RH. 85% de l'humanité porte l'antigène D à la surface de ces globules rouges. Ceux qui portent cette protéine sont RH positifs. Ceux qui ne la portent pas, les RH négatifs, sont porteurs d'une mutation qui a complètement supprimé le gène RHD. Pas de gène, pas de protéine. Et la répartition de cette absence dans le monde n'est pas aléatoire. Absolument pas aléatoire. En Afrique, le taux de RH négatif est inférieur à 1%. En Asie, il est tout aussi bas. Mais, en arrivant en Europe, le tableau change, particulièrement dans une petite zone géographique coincée entre l'Espagne et la France. Dans les Pyrénées, dans la région basque, ce taux grimpe jusqu'à 35%. Nulle part ailleurs dans le monde, il n'est aussi élevé. Pourquoi est-ce important ? Le peuple basque est une communauté considérée comme portant l'un des vestiges les plus purs de la mémoire génétique de l'Europe. Pensez à leur langue. L'euskara, ou le basque, est totalement en dehors de la famille des langues indo-européennes. Elle n'a aucune parenté structurelle avec les langues voisines. Cette langue était parlée en Europe bien avant les langues apportées d'Anatolie par les agriculteurs du Néolithique. Cette langue était parlée par une communauté isolée, dans les vallées étroites protégées par les Pyrénées, avant que les glaciers ne fondent et que les migrations ne commencent. Et cette communauté descend des chasseurs Cro-Magnons, les premiers véritables propriétaires humains de l'Europe de l'âge de glace. Les analyses pangénomiques montrent que les Basques modernes ne sont pas à 100% d'origine paléolithique. Eux aussi portent des traces des agriculteurs néolithiques et des nomades de l'âge du bronze. Mais ce mélange est bien moindre que dans le reste de l'Europe occidentale. Les Pyrénées ont servi de barrière, et cette barrière a protégé l'héritage génétique à l'intérieur. La prévalence si élevée du RH négatif dans cette région n'est pas une coïncidence. C'est une empreinte biologique de l'isolement et de la lignée paléolithique. Les études d'ADN anciens rendent ce tableau encore plus clair. Lorsque les génomes de squelettes du Mésolithique, l'ère des chasseurs-cueilleurs qui a suivi l'âge de glace, sont analysés, on constate que le taux de RH négatif est bien plus élevé que chez les Européens modernes, estimé à environ 24%. Chez les premiers agriculteurs du Néolithique, ce taux chute à 4%. Les agriculteurs venus d'Anatolie étaient en grande partie une population RH positive. À mesure qu'ils se sont installés en Europe, l'allèle RH négatif des chasseurs-cueilleurs s'est dilué. Mais il n'a jamais complètement disparu. Pourquoi n'a-t-il pas disparu ? C'est l'une des questions les plus intéressantes de la biologie évolutive. Le RH négatif a un inconvénient grave. Lorsqu'une mère RH négatif porte un bébé RH positif, c'est-à-dire quand le père est RH positif et que le bébé a hérité de ce gène, le système immunitaire de la mère peut reconnaître le sang du bébé comme étranger et l'attaquer. Cette condition est connue sous le nom de maladie hémolytique, ou plus communément d'incompatibilité sanguine. La médecine moderne résout ce problème avec une injection d'immunoglobulines anti-D. Mais, à l'âge de glace, une telle solution n'existait pas. Alors pourquoi la sélection naturelle n'a-t-elle pas effacé cet allèle désavantageux ? La réponse se trouve dans l'un des plus beaux exemples de sélection équilibrée. La nature conserve parfois un gène, malgré son inconvénient, pour un autre avantage. Et l'un des indices les plus frappants sur la nature de cet avantage provient des recherches menées par le biologiste tchèque Jaroslav Flegr. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers.
Toxoplasma gondii est un parasite qui se reproduit dans l'intestin d'animaux domestiques et sauvages comme le chat, mais qui utilise les mammifères comme hôtes intermédiaires. Les kystes que ce parasite forme dans le cerveau peuvent modifier le comportement de l'hôte. Chez les souris, l'infection par toxoplasma leur fait ressentir une attirance au lieu de la peur envers l'urine de chat. Cela facilite leur capture. Une manipulation évolutive. Chez l'homme, l'infection par toxoplasma allonge le temps de réflexe. Il diminue la vitesse de réaction. Imaginez cela à l'âge de glace. Le réflexe d'un chasseur est la seule frontière entre la vie et la mort. Face au bois d'un mégalocéros, à la griffe d'un ours des cavernes. Les millisecondes sont décisives et les recherches de Flègre suggèrent que les individus RH négatifs sont nettement plus résistants à ces effets comportementaux du toxoplasme. Cette théorie n'est pas encore définitive. La science exige des preuves répétées avant de rendre un verdict. Mais le cadre logique est extrêmement puissant. Les chasseurs de l'âge de glace étaient en contact constant avec des lignées de chasse sauvages, des lions des cavernes, de grands prédateurs. Le toxoplasme porté par ces prédateurs aurait pu faire s'effondrer le groupe de l'intérieur, en ralentissant les réactions, en brouillant les décisions, en transformant le chasseur en proie. Ceux qui portaient l'allèle RH négatif étaient calibrés contre ce risque. En prenant le risque de mortalité infantile, la nature a maintenu cet allèle en vie. Car la survie du groupe pesait plus lourd que le prix d'un individu. C'est une ingénierie de survie collective, au-delà d'une simple caractéristique génétique individuelle. Et quand vous pensez à la combinaison O négatif, c'est-à-dire à cet individu rare qui porte à la fois la compatibilité universelle du groupe O et la résistance parasitaire du RH négatif, la signification de cette personne dans un groupe paléolithique devient claire. Il peut donner son sang aux blessés. Il résiste aux parasites. Il nourrit, protège et maintient le groupe fonctionnel. Mais pour descendre à l'origine biologique de ces traits, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin, des millions d'années en arrière. Le groupe sanguin O, barre verticale, est en réalité dérivé du groupe A. Une toute petite mutation, barre verticale, la suppression d'une seule base. Barre verticale rend le gène codant pour l'antigène A non fonctionnel. Et cette mutation barre verticale n'est pas exclusive à Homo sapiens. Les chimpanzés, les gorilles, d'autres primates portent aussi des variantes du système ABO. Les traces de l'allèle O remontent à la période de séparation des lignées humaines et chimpanzés, il y a entre 4,5 et 6 millions d'années. Même le néandertalien de l'Altaï s'est avéré être de groupe sanguin O grâce aux analyses génomiques. Qu'est-ce que cela signifie? Le groupe sanguin O n'est pas une invention de l'âge de glace. Il existait bien avant. Mais l'âge de glace a sélectionné, multiplié et optimisé les individus porteurs de cet allèle. Tout comme dans un processus d'ingénierie où le matériau le plus résistant est sélectionné pour progresser. La sélection naturelle met en œuvre un protocole sans en avoir conscience. Et le résultat de ce protocole, c'est le sang qui circule aujourd'hui dans vos veines. Pensez aux nomades des steppes de l'âge du bronze, la culture Yamnaya. Ces peuples, déferlant vers l'ouest depuis les steppes pontiques au nord de la Caspienne, ont apporté la troisième grande vague génétique en Europe. Et les analyses d'ADN anciens montrent que ce groupe portait également un taux relativement élevé de RH négatif, environ 40%. Comparé aux premiers agriculteurs néolithiques, ce chiffre est surprenant. Les bergers des steppes menaient une vie confrontée aux grands prédateurs, aux infections
et à un climat rigoureux. Et cette vie a peut-être de nouveau sélectionné les individus porteurs de l'allèle O négatif. La composition génétique des Européens modernes est un mélange de ces trois vagues. Les chasseurs-cueilleurs mésolithiques, les agriculteurs néolithiques d'Anatolie et les nomades des steppes de l'âge du bronze. La moyenne européenne actuelle de 16% pour le RH négatif est le composite des contributions de ces trois groupes. Et le fait que cette moyenne double dans la région basque est la preuve la plus frappante de l'isolement qui a préservé l'héritage paléolithique. Mais il ne faut pas tomber dans une erreur ici. Le piège le plus dangereux de la culture populaire est de créer une histoire d'origine unique et pure à partir d'un processus complexe. Le sang O négatif n'est pas un seul gène. C'est la rencontre fortuite, chez un même individu, de deux systèmes distincts, de deux mutations héritées indépendamment. Cette rencontre n'est pas une signature directe et exclusive des chasseurs de l'âge de glace, mais la répartition de cette rencontre dans le monde porte la trace de l'âge de glace. Et cette différence est extrêmement importante de ce protocole. Mais arrêtez-vous un instant, car la page suivante de cette histoire est bien plus sombre. Ce chasseur a maintenant une grotte chaude. Son sang est compatible. Son groupe est protégé. Ses réflexes sont aiguisés. Il est en vie. Mais survivre n'élimine pas la faim. Et dans un monde gelé, un corps qui exige des milliers de calories est, à lui seul, la menace la plus mortelle. Dehors, il y a quelque chose. Géant, 4 tonnes. Sa peau est couverte de fourrure. Ses défenses de la taille d'un homme. Et sans le tuer, la probabilité que le groupe voit le lendemain devient mathématiquement proche de 0. La chasse au mammouth n'est pas une histoire de courage. Les films vous montrent des héros lançant des saguets. C'est faux. La réalité est tout autre. Comment tuer une créature de 4 tonnes sans même la toucher ? La réponse ne réside pas dans le muscle, mais dans la géométrie. Pas dans le piège, mais dans la thermodynamique. Pas dans le groupe, mais dans le calcul précis d'un algorithme collectif. Dans la prochaine vidéo, nous décrypterons la plus grande ingénierie de chasse de l'histoire de l'humanité. Les réponses attendent sous terre, dans les os. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est la vie.